Mesdames, Messieurs, je vous propose que nous commencions à peu près dans les temps, avec un petit peu de retard, mais comme notre programme est assez fourni, il faut tenir les temps. Je voudrais immédiatement remercier et passer la parole à Pierre-Laurent qui nous accueille pour des mots qui ne sont pas que des mots formels, mais qui tiennent justement à l'intérêt qu'il porte à notre initiative. Et nous, dès maintenant, je voulais le remercier d'avoir rendu possible la tenue de cette session dans ce cadre d'une Assemblée de la République. Merci, merci Serge. Je vais enlever mon masque parce que le privilège d'être à la tribune, c'est qu'on a maintenant le droit de le faire quand il n'y a personne en face. Dans la salle, vous devrez le garder pour parler. Je suis désolé de vous le dire, mais ceux qui sont à la tribune peuvent se permettre d'enlever le masque. Ça fait partie des nouvelles règles récemment là, dans la maison. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, je suis particulièrement ému et honoré de parrainer ce colloque de la Fondation Gabriel Péri, ici, au Sénat. Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Dans cette institution parlementaire, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères au nom du groupe communiste. Et donc, je suis bien placé pour ne pas oublier ce que l'honneur de la France doit à un homme, un parlementaire comme Gabriel Péri, à son courage et à sa lucidité politique quand tout autour de lui sombrait dans le déshonneur. Il y a 80 ans maintenant, il était fusillé au Mont Valérien avec d'autres de ses camarades. Et son exécution suivit de près celle des 27 de Chateaubriand, dont c'est également le 80e anniversaire, dans quelques jours. Et dimanche, l'hommage sera rendu à la sablière de Chateaubriand. D'autres hommages vont avoir lieu un peu partout dans le pays, en cette année d'anniversaire de 1941 et 1942. Et je veux saluer l'association Chateaubriand-Vauve-Rouillet qui mène ce travail avec aujourd'hui à sa tête Karine Niles, mais aussi toutes les associations qui mènent ce travail, dans le pays pour que cette mémoire ne sombre pas dans l'oubli, mais qu'au contraire, elle vive, elle se transmette. Et je crois que c'est absolument indispensable. Si l'hommage rendu à tous ceux qui tombèrent sous les balles nazies est si important, le travail de connaissance historique et d'appropriation de cette histoire par toute la nation l'est plus encore aujourd'hui que les seuls hommages. Et je dirais, j'ai dit de toute la nation, j'ajouterais en ce moment le travail nécessaire dans toutes les nations européennes et dans l'Europe tout entière. Votre journée de travail va marquer une étape dans cette connaissance, dans le travail de recherche historique, sur une période qui fut et reste l'objet de beaucoup de déformations et d'ignorance persistantes. En tant que vice-président du Sénat, donc je veux saluer à cette occasion le travail de tous les chercheurs qui apportent leur pierre à cela, à tous les historiens et toutes les associations qui travaillent, qui vont le faire aujourd'hui, qui le font dans le pays toute l'année, qui consacrent leurs compétences et leur énergie à mieux faire comprendre ce qui s'est passé dans ces années noires. Les dispositions prises par le commandement militaire allemand en France dès la première année d'occupation ont jeté très tôt les bases d'une politique répressive implacable, avec la complicité des autorités pétainistes,
Les arrestations débutèrent très tôt. Elles se sont intensifiées après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie en juin 1941. Et on sait qu'elles ont mis en place ce dont vous allez parler aujourd'hui, cette politique qui consistait à prélever, entre guillemets, des otages, principalement parmi les communistes et bientôt les juifs, ouvrant la voie derrière les campagnes de propagande nazie sur le judéo-bolchevisme, aux rafles menées en France, dont celle du Veldiv. Nous fêterons le 80e anniversaire en 2022, elle aussi. Il y aura d'ailleurs une exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg à cette occasion. Et pour se faire les complices de la solution finale. Nous le savons, les autorités nazies pouvaient compter, le régime nazi pouvait compter sur le soutien de Vichy en la matière, quoi qu'en disent à nouveau, malheureusement, des révisionnistes qui relèvent malheureusement la tête aujourd'hui dans notre pays. Ici, en France même, où un candidat à la présidentielle, toutes antennes ouvertes, profère de nouveau l'innommable. Et dans de nombreux autres pays européens, malheureusement, nous assistons au même phénomène politique. Évidemment, cette situation souligne l'importance du travail historique, politique, qui doit être mené ici, en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie, dans l'ensemble des pays européens, pour faire face à cette révision de l'histoire. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. La France a reconnu, par la voix de Jacques Chirac, il y a quelques années, la responsabilité, la complicité de l'État français dans des crimes de masse conduits à l'époque. Mais beaucoup reste à faire pour éclaircir les logiques qui ont mené à une telle collaboration, qui, loin d'être un bouclier, fut au contraire une aide active à cette répression. Beaucoup reste à éclaircir sur les racines politiques et idéologiques de cette complicité. Et je crois qu'il y a vraiment urgence à intensifier ce travail. Je sais que l'urgence ne fait pas partie du vocabulaire des historiens et des chercheurs qui ne travaillent pas dans l'urgence, et heureusement, pour pouvoir mener leur travail sérieusement. Et c'est donc tant mieux. Mais je suis certain que le travail que vous allez faire aujourd'hui, les travaux qui seront publiés seront précieux pour faire face aux manipulations politiques de tous ordres sur ces questions. Et nous essayons d'appuyer, et j'essaye modestement ici, à travers mes fonctions, d'appuyer ce travail de mémoire. Nous avions également prévu de soutenir, il y a 2 ans, un autre colloque ici, historique, sur les militants syndicaux et politiques élus et parlementaires qui furent arrêtés dès 1939 sous le gouvernement Daladier et qui finirent d'abord dans des camps, internés par le gouvernement de Vichy, puis déportés en Algérie. Nous n'avons pas pu tenir ce colloque à cause du Covid, mais nous rassemblons les contributions à ce colloque et nous allons également les publier le plus vite possible. Donc, je crois que tous ces travaux peuvent être à tous extrêmement utiles. Donc, merci à toutes et tous d'être ici, de votre participation. Merci à la Fondation Gabriel Péri. Merci pour les travaux que vous allez présenter et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci. Quelques mots avant de passer la parole aux intervenants. Pourquoi cette initiative? Pierre Laurent l'a dit déjà largement, donc
je ne vais pas revenir, sauf que, évidemment, la Fondation Gabriel Péri a un nom qui l'oblige. Si j'ose dire, dans ces circonstances, celles générales, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler le 80e anniversaire des exécutions d'otages, il nous a semblé pertinent d'organiser une manifestation qui vient en amont, si j'ose dire, de toutes les manifestations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois, et qui nous amène à réfléchir sur l'importance des commémorations. C'est d'ailleurs cet après-midi, nous aurons cette occasion, même si on a sans doute oublié des associations qui mènent le combat mémoriel, mais celles qui seront là sont déjà, je pense, très représentatives, parce que la mémoire collective est en soi un enjeu. Elle ne se transmet pas spontanément, elle se renouvelle à travers des affrontements, des enjeux, et elle-même, cette mémoire, elle fait l'objet, tu évoquais des manipulations, elle fait l'objet d'un retravail, de discours concurrents, et parfois une mémoire qui s'exonère du rapport à l'histoire, et pour les besoins du débat politique contemporain. Et pour nous, il est essentiel qu'il y ait une articulation entre mémoire collective, mémoire historique et travail de la recherche. C'est ce travail de la recherche qui, en quelque sorte, appuyé à la fois sur les archives, sur la connaissance historique qui progresse, permet de, comment dire, c'est pas d'entretenir, mais même de renouveler, d'approfondir le travail de mémoire et surtout d'assurer sa transmission. D'assurer la transmission de la connaissance et à travers des générations nouvelles. Alors pourquoi avoir, avant le travail commémoratif, pris pour ce matin un moment sur justement cet épisode majeur, pas un petit moment, de l'exécution des otages? Eh ben, nous allons en parler. Je ne vais pas avancer, moi, mes idées ou mes hypothèses avant même le travail des historiens qui vont vous le présenter. Mais par contre, ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est ce qu'a représenté cette entreprise d'exécution d'otages ou de déportation d'otages, qui n'a pas été seulement un épisode passager, qui commence de façon significative à l'automne, dans l'été et l'automne 41, mais qui va, sous des formes diverses, se prolonger. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la collaboration? Qu'est-ce qu'elle nous dit des autorités allemandes? Qu'est-ce qu'elle nous dit de cette alliance entre anticommunisme et antisémitisme? Le terme de judéo-bolchevisme que tu as évoqué a été une sorte de dénomination qui embrassait et qui justifiait pas seulement la politique des otages, mais notamment la politique des otages qui était hors du droit, qui s'appuyait sur des pratiques à la fois d'internement au départ, qui étaient des pratiques extrajudiciaires d'un état d'exception et qui, on le verra, même aller au-delà des pratiques que les armées, et notamment l'armée allemande, avait déjà engagées en France dans d'autres circonstances, celles de la Première Guerre mondiale, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour traiter ces questions, on a demandé, ils ont bien voulu répondre présent, à des chercheurs qui, récemment, ces dernières années, ont publié, ont fait leurs recherches et donc qui participent de ce renouvellement dont je parlais. Et je passerai en premier lieu, contrairement à ce qu'on avait mis sur le programme, la parole à Gaël Hessemann, qui a travaillé et qui travaille toujours sur le commandement militaire allemand en France, et notamment dès l'été 41, dans l'été 41, à travers aussi son ouvrage tiré de sa thèse, et je parle sous son contrôle parce que j'ai un titre qui est l'Hôtel Majestic, mais c'est un peu un raccourci, hein, tu le diras davantage.
Louis Poulès, qui interviendra ensuite, a fait un travail de recherche qui a pu donner matière à une publication récente sur l'anticommunisme d'État, qui est l'approche en assez longue durée des politiques anticommunistes dans l'État français, dans l'administration, la justice et les autorités françaises avant 1939 et surtout pendant la guerre. Et ça a été l'occasion aussi je le dis souvent, mais les livres sont issus en général de travaux de recherche et de thèses, et en général, c'est les livres qui sont les plus crédibles de mon point de vue. Et puis, Laurent Thierry viendra nous parler de cette région qui avait été dissociée de l'État français dans le cadre des conventions d'armistice, et le Nord-Pas-de-Calais, et qui est une terre à la fois de répression précoce et de résistance précoce, et où la politique d'otage a pris une dimension tout à fait significative, considérable, et son travail aussi pourra, grâce à son travail, nous présenter ce qu'il en est. Enfin, Thomas Fontaine, qui me prie de l'excuser parce qu'il n'est pas encore présent, mais il arrivera tout à l'heure, qui dirige le musée de la Résistance, nous parlera de la déportation de représailles, de la déportation des otages. Et je dirais juste un mot à ce propos, c'est que dès l'automne 41, les rafles antisémites, les rafles de juifs dits étrangers dans les quartiers de Paris, qui alimentent le camp de Drancy, sont présentés comme des représailles aux manifestations organisées au mois d'août, juillet-août 41 à Paris, y compris sur les grands boulevards. Et c'est les Juifs qui ont été raflés à ce moment-là dans le camp de Drancy vont alimenter en partie les listes d'otages qui seront associées, mais de façon très significative, en décembre 41, au moment justement où Gabriel Péry est fusillé. Ce lien est d'autant plus important à avoir en tête que se discute à l'échelle du pouvoir hitlérien la solution finale, l'extermination des nazis, qu'en France, les représentants du pouvoir hitlérien, on en reparlera sans doute, Dannecker et d'autres, vont d'une certaine manière, commencer à combiner les déportations d'otages et les déportations de juifs dans le printemps 42. Hein. Et donc, il y a des liens complexes. La recherche doit avancer et pas, en quelque sorte, annoncer des choses qui ne sont pas à chaque fois validées. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la collaboration, puisqu'on parlait de Pétain, et de la manière dont il s'est comporté à l'égard des Juifs en général, et en particulier, eh bien, dès cette époque, la collaboration avec les nazis incorpore les accords qui seront ensuite scellés entre Auberg et Bousquet, c'est-à-dire une collaboration qui implique la déportation, la persécution des populations juives en France, y compris celle des enfants. Je dis cela parce que on entend de telles énormités. Tu parlais d'un journaliste qui se présente comme un intellectuel ou un connaisseur de l'histoire. C'est vraiment au même titre que Drummond ou que Déroulède, des connaisseurs de l'histoire. Hein. L'histoire est un terrain sur lequel il y a des enjeux, sur lesquels nous devons sans doute être présents. J'en ai trop dit parce que je me suis laissé aller. Vous voyez, c'est pas mon rôle. Je déclare ouvert cette session de travail. On va demander aux intervenants de venir. Et je remercie encore Pierre Laurent d'être passé nous accueillir.